Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de votre santé où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère vous aider au travers de ce podcast à prendre soin de votre santé en prenant en compte toutes les sphères de votre vie. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et prendre votre santé en main dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Minute Santé. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Faiza, médecin généraliste, avec qui on a abordé la thématique « Soigné par le jeûne ». Je vous laisse donc avec notre échange et vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Faiza sur le podcast Minute Santé. Je te remercie beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Nadia pour l'invitation sur ce podcast. Avec grand plaisir. Alors Faiza, est-ce que tu pourrais commencer par tout d'abord nous parler un peu de ton parcours personnel, te présenter aussi aux auditrices et aux auditeurs, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Faiza, j'ai 27 ans, je suis médecin généraliste, je travaille dans 3 différents cabinets, dans des cabinets de ville, de médecine générale. Voilà. Je suis contente en tout cas d'accueillir un médecin sur le podcast. C'est une première. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta propre expérience avec le jeûne et comment justement tu es venue à t'intéresser à ce sujet? Alors, concernant ma propre expérience, déjà, je pense que depuis toute petite, l'expérience, elle a commencé avec le jeûne du Ramadan. Donc, c'est un jeûne qui est imposé donc par notre religion. Et en fait, quand on dit jeûne, on pense au jeûne du Ramadan, naturellement. Donc, au fil de mes études de médecine, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, car je me suis posé la question, en fait, de ce qui se passe dans notre corps quand on commence à jeûner. Et au fil de mes études, je suis tombée sur le documentaire d'Arte, qui est très intéressant, qui s'appelle Soigné par le jeûne. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de données scientifiques à ce sujet-là. Donc, en tant que médecin, aujourd'hui, je m'étais posé la question de comment nous, en tant que musulmans, on pourrait profiter de ce jeûne du Ramadan pour en tirer un maximum de bénéfices au niveau de notre santé. Et du coup, j'en ai fait aujourd'hui mon sujet de thèse. Alors, pas forcément les effets thérapeutiques du jeûne directement, mais du coup, c'est surtout la recherche au niveau des effets indésirables ou de la sécurité du jeûne en fait chez les patients âgés. Et vu que c'est un sujet en fait qui est récurrent et qui revient beaucoup en consultation, surtout au niveau de la patientèle musulmane qui est amenée à jeûner pendant le Ramadan, et on sait très bien en fait que c'est très important pour nos anciens de jeûner. Donc voilà, pour l'instant, je suis en cours de recherche là sur ce sujet-là, et je pense que pour plus tard, ça va me permettre d'avoir un bon bagage pour mieux conseiller les patients de confession musulmane et notamment les patients âgés. Donc, que j'ai entrepris un peu ces recherches, car c'est surtout à ce niveau-là que c'est délicat. Du coup, c'est un sujet hyper intéressant, je trouve. Et puis, comme tu le dis, en tant que médecin généraliste, je pense que tu seras confronté à des patients d'un certain âge et même avec des maladies chroniques qui souhaitent coûte que coûte jeûner. Et comme ça, tu seras encore plus armé par rapport à ça pour les accompagner au mieux. Et du coup, en termes de bénéfices, est-ce que même si tu es médecin généraliste depuis peu, est-ce que tu as déjà remarqué des bénéfices chez tes patients grâce au jeûne ou déjà même ta propre expérience en fait? En gros, quels sont les principaux bénéfices que tu as pu observer chez toi ou chez tes patients grâce au jeûne? Alors c'est vrai que vu que j'exerce depuis peu, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, surtout en rapport avec mon exercice qui n'est pas vraiment localisé dans un secteur où il y a beaucoup de patients de confession musulmane, malheureusement. Pour l'instant, c'est le cas, mais pour plus tard, j'espère que j'aurai une patientèle peut-être un peu plus orientée, et du coup, je pourrais peut-être observer de manière plus objective. En tout cas, pour ma personne, j'ai observé que c'est vrai que le jeûne du Ramadan, notamment en période de révision, pendant mes années étudiantes, c'était vraiment les périodes où qu'on appréhendait tous pendant le jeûne du Ramadan au niveau des révisions. Et au contraire, en fait, c'était vraiment des périodes où j'étais le plus efficace au niveau de la concentration, au niveau de la mémoire. Je ressentais en fait beaucoup moins de fatigue et beaucoup plus de facilité à intégrer des informations, des connaissances. Et à ce niveau-là, c'est vrai que j'en ai beaucoup ressenti le bénéfice. Après, dans un second temps, en fait, après avoir un petit peu équilibré mon alimentation avec le temps et en commençant en fait à m'intéresser à l'alimentation, à une alimentation saine, en fait, je me suis rendu compte que
Une alimentation équilibrée accompagnée d'un jeûne du Ramadan, on ressent des bénéfices au niveau de l'énergie, au niveau de la fatigue. Et du coup, ça, c'est vraiment, c'est mon expérience personnelle. Et à travers cela, c'est vrai que j'ai aimé aussi faire des recherches là-dessus et un petit peu voir en fait comment agit le jeûne sur notre corps pour mieux comprendre et mieux gérer en fait ce qu'on ressent. Ouais, j'ai même ressenti que toi, en fait, c'est que il y avait un peu quand j'étais étudiante, cette petite appréhension de se dire, je vais pas y arriver, ça va être trop dur, surtout quand les jeûnes étaient difficiles en été, etc. Et puis au final, il y a la baraka du mois qui fait qu'au final, ça se passe très bien. Et je sais pas si c'est le fait que on n'a plus à se préoccuper de l'aspect nourriture. J'ai l'impression d'avoir une charge mentale en moins dans la tête et de pouvoir focus sur d'autres objectifs spirituels, mais aussi quand j'étais étudiante, au final, comme tu le dis, d'être plus disponible pour réviser. Et du coup, c'était plus facile en fait. Du coup, si on revient au sujet du jeûne en général, donc le ramadan et les autres types de jeûnes, justement, est-ce que tu peux nous rappeler les différents types de jeûnes qu'il existe et éventuellement, dans quel cas l'un ou l'autre est plus recommandé? Alors c'est vrai qu'à travers mes recherches, j'avais trouvé qu'il y avait plusieurs types de jeûnes et pas que le jeûne du Ramadan. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que personne de confession musulmane, on va directement penser au jeûne du Ramadan, mais il y a plusieurs jeûnes. Il y a le jeûne total qui est sec, notamment du coup le jeûne du Ramadan qui peut, on va dire, rentrer dans ce cadre-là, parce qu'on ne mange pas, on ne boit pas. Ensuite, il y a le jeûne hydrique, donc on s'abstient de manger, mais à l'exception de l'eau. Donc il est possible de prendre des infusions, du citron ou des jus. Ensuite, il y a le jeûne de Buchinger qui est très connu. Et d'ailleurs, il y a une clinique en fait qui s'appelle la clinique Buchinger en Allemagne qui pratique ce jeûne-là. Mais voilà, c'est un jeûne qui est tout à fait différent avec une autorisation de bouillon de légumes, des jus de fruits, du miel. C'est accompagné d'activités physiques, méditation, etc. Et c'est un peu plus holistique, un peu plus intégratif. Ensuite, il y a les jeûnes intermittents qui sont très à la mode actuellement, notamment les jeûnes, où en fait, c'est des jeûnes qui consistent à s'abstenir de manger durant une période de la journée. Notamment, celui le plus pratiqué, il me semble, c'est 12 heures, 18 heures, ou manger de 12 heures, de midi à 18 heures, et ensuite s'abstenir de manger sur le restant du temps. Donc en fait, on peut dire que ça s'assimile un peu au jeûne du Ramadan, mais en inversé, donc un jeûne plutôt nocturne. Voilà. Alors parlons maintenant de ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique. Comme voilà, le sujet du podcast, c'est soigné par le jeûne. Est-ce que justement tu peux nous expliquer les bases scientifiques et médicales du jeûne? Alors au niveau scientifique, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'études randomisées, contrôlées, etc., qui ont été faites à ce sujet-là. Il y en a très peu à l'échelle de l'être humain. Et toutes les autres études sont très peu puissantes et pas forcément très solides en fait pour en ressortir en fait des recommandations générales. Mais il en ressort en fait des tendances. Et même s'il faudrait en fait des études de plus grande envergure pour confirmer ces tendances, il y a des tendances qui sont positives, notamment par exemple, il y a une étude qui intégrait des patients asthmatiques en surpoids. Et donc, ils ont pratiqué un jeûne intermittent pendant 8 semaines et à la fin de l'étude, il est constaté qu'il y a une augmentation de la force expiratoire et une meilleure réponse bronchique au niveau des poumons. Une diminution aussi des marqueurs du stress oxydatif, c'est-à-dire aussi de l'inflammation au niveau des poumons. Donc, en fait, on voit ça fait du bien aux poumons, quoi. Ouais, il faudrait que j'essaye parce que je suis asthmatique. Je suis pas en surpoids, mais je suis asthmatique. C'est vrai que je me dis, en fait, voilà, nous, on a le jeûne du Ramadan qui est une prescription divine et il faut vraiment qu'on puisse en profiter un maximum si on a des pathologies qui nous contre-indiquent pas, évidemment, la pratique du jeûne du Ramadan. Eh bien, en fait, il faut qu'on ait, en fait, un plan alimentaire et un plan, activité physique et méditation qui vont dans le sens, en fait, de ce qu'Allah nous demande pour profiter un maximum des bénéfices, qu'on pourrait en tirer au niveau physique. Et c'est vrai que tout ça, après, faut renouveler notre intention et que ce soit dans le but en fait de mieux adorer Allah. C'est vrai que toutes ces études-là, elles sont là que pour nous réconforter pour ce jeûne du Ramadan. En fait, c'est pour avoir en fait cette intention en fait de prendre soin de notre santé pour mieux l'adorer. Et voilà. Après, il y a différentes études encore. Par exemple, au niveau des rhumatismes, c'est-à-dire des pathologies articulaires, il y avait une étude qui avait été faite sur 27 femmes qui ont jeûné pendant 7 à 10 jours. Avant de suivre une alimentation végétalienne sur à peu près une durée de 3 mois, il me semble. Et en fait, c'était un jeûne hydrique ou un jeûne sec, tu sais? Alors, j'ai pas l'information là, mais il me semble que c'était. Enfin, elles ont jeûné pendant 7 à 10 jours, donc il me semble que c'était un jeûne qui était hydrique, mais je suis pas sûre. Il faudra que je me replonge dans l'étude, en fait. Ouais, souvent dans les études, c'est des jeûnes hydriques, de toute façon, je pense.
Ouais, mais après, c'est vrai que malheureusement, en fait, toutes les études, elles vont étudier différents jeunes et c'est difficile de faire converger les résultats parce C'est qu'en ça. fait, on a des jeunes qui sont complètement différents et Mmh. donc à chaque fois, on va avoir des résultats qui sont positifs, mais pour différents jeunes. Donc, c'est aussi Ouais, difficile d'en ressortir des conclusions un peu générales parce que ça va être un jeune hydrique, un jeune sec, un jeune avec très peu de calories, mais une ingestion quand même c'est ça. d'aliments, de légumes, etc. Et donc, malheureusement, c'est un peu ça aussi le problème. Mais Mmh. c'est Je vrai suis que d'accord avec toi. Mmh. mais nous, on arrive quand même à en tirer des conclusions qui sont pas forcément des conclusions qui vont en fait conditionner une prise en charge ou Oui, voilà. Mais c'est des conclusions des qui vont tendances, nous quoi. Mmh. réconforter. C'est des tendances positives. Et c'est vrai que par exemple, à terme de cette étude-là, des femmes qui ont jeûné pendant 7 à 10 jours avec un régime végétalien derrière de 3 mois, en fait, au niveau rhumatismal, on a relevé en fait une amélioration des raideurs matinales. Donc les articulations étaient moins raides et moins Mmh. douloureuses. Donc le matin, et une D'accord. amélioration de la qualité de vie. Donc en fait, encore une fois, on revient encore sur le même point, c'est que ça améliore aussi tout ce qui est au niveau inflammatoire. Donc ça fait Mmh. baisser la CRP et ça se rejoint en fait au niveau de l'asthme aussi, hein, vu que c'est inflammatoire. Enfin, il y a une inflammation qui est un peu chronique au niveau des bronches. Oui. Ça se rejoint. Il y a pas mal de choses qui se rejoignent en fait au niveau de l'inflammation. C'est ce que j'ai relevé à travers les études, par Mmh. exemple, au niveau par exemple digestif. Ça améliore le microbiote, en fait, ça va enrichir nos bonnes bactéries et donc derrière, ça va en fait amener à notre tube digestif un environnement anti-inflammatoire. Et donc en fait, toutes les personnes qui sont atteintes de maladies inflammatoires de l'intestin ou de gènes en fait digestives, Ouais. en fait, on pourra noter une amélioration peut-être de la qualité de vie. Et tout ça, c'est très prometteur en fait. C'est très prometteur au niveau des résultats, mais malheureusement, encore une fois. Il nous faut tellement des études un peu plus grandes, plus puissantes, qui vont inclure beaucoup plus de patients pour avoir des résultats beaucoup plus significatifs. C'est vrai que j'ai eu la même impression que toi quand j'avais fait la bibliographie pour mon livre. C'est qu'en fait, il y a plusieurs jeunes différents. Puis en gros, si je devais vraiment simplifier, c'est qu'on va avoir les études occidentales, entre guillemets, où là, ça va être du jeûne plutôt hydrique, du jeûne intermittent. Et après, on avait des études faites dans les pays du Maghreb, donc qui parlent du ramadan. Par exemple, sur la diminution des incidences des AVC, il y avait une étude algérienne sur ce sujet-là. Et donc là, c'était vraiment, ça concernait le jeûne du mois de ramadan. Après, enfin, moi, je reprécise pour les auditeurs et les auditrices, c'est que pour avoir ses bienfaits, bien entendu, il faut que ça soit un jeûne qui soit bien conduit, pas un jeûne, enfin, je donne toujours la caricature où on s'explose le ventre le soir et on mange tout et n'importe quoi, des produits transformés, des McDonald's, des compagnies. Enfin, Et voilà, les on se briques comprend. bien frites dans l'huile. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai que je suis d'accord avec le fait que malheureusement, en fait, même si on menait des études du jeûne du Ramadan chez des patients qui sont musulmans, si on n'amène pas une alimentation qui est équilibrée, eh bien, Mm. en fait, les résultats de l'étude vont être biaisés par une Oui, mauvaise c'est ça. alimentation parce que on a Mm. l'habitude d'avoir des tables de festin et enfin, puis en Mm. plus, j'ai envie de dire culturellement parlant, que ce soit au Maghreb ou en Turquie, l'alimentation, parfois, elle est pas très équilibrée. C'est Il y a riche. beaucoup de gras, elle est riche. Et il y a beaucoup de gras qui est caché en fait dans beaucoup d'aliments. Et du coup, c'est vrai que la balance énergétique, elle est vite. Enfin, en fait, on va vite combler les 16 heures de jeûne qu'on a eu en fait avec une Mm. alimentation qui est très très Mm. calorique pendant le repas de l'iftar. Donc C'est ça. malheureusement, c'est vrai que ce serait tellement bien en fait qu'on ait une étude du mois du Ramadan, en fait une étude avec des patients qui jeûnent le jeûne du Ramadan, mais qui ont aussi une alimentation bien conduite et bien équilibrée et saine. Justement, on est en train de parler d'alimentation saine pendant le ramadan, etc. Selon toi, comment intégrer le jeûne dans un mode de vie sain et équilibré? Alors, je pense que dans un premier temps, en fait, pour préparer le ramadan, il faut déjà enfin, avoir une alimentation qui est saine et équilibrée et anticiper, en fait, l'arrivée du ramadan avec un rééquilibrage alimentaire, si c'est pas le cas, pour justement éviter d'avoir des difficultés à le faire pendant le mois du ramadan. Et je pense que l'équilibre, c'est le mot d'ordre en fait. Hein. Vraiment, il faut pas se frustrer et il faut pas essayer de passer à une alimentation complètement saine. Ça n'existe pas. C'est vraiment. Moi, j'essaye en fait à mes patients, que ce soit mes patients ou à mes interlocuteurs, de me préciser en fait qu'il faut essayer à 80% en fait d'être au top et ensuite on se laisse 20% de marge parce qu'on est des êtres humains et on reste faible. Mais voilà, la règle, c'est quand même, enfin, l'équilibre et la modération. Donc, c'est vrai C'est ça. qu'après, au niveau. Et le plaisir fait partie de l'équilibre au final. Les 20% de plaisir font partie de cet équilibre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que sinon, en fait, enfin, on peut pas tendre vers quelque chose de parfait. Et les frustrations après vont engendrer en fait des comportements en fait alimentaires qui vont être inadaptés. Et, Ouais, c'est ça ça. peut même provoquer jusqu'à des TCA, hein, des troubles du comportement alimentaire,
la boulimie, les crises d'hyperphagie, etc. Donc le but, c'est pas de se déséquilibrer. L'orthorexie et puis les 20%. Moi, faut me laisser mes 20% pour mon qalbelouz. Hein. Tu sais que c'est important. C'est ça. En fait, c'est ça aussi au niveau. On dit que la santé, c'est la santé physique, c'est la santé mentale, mais l'OMS définit aussi une santé sociale. Et si aujourd'hui on prive nos patients ou même nous-mêmes, on se prive en fait de déguster ce petit dessert en fait préparé par nos mamans, et bien en fait on va pas se sentir bien. Donc en fait on participe entre guillemets, on veut faire du bien à notre santé physique, mais on fait mal à notre santé sociale ou mentale même. Enfin du coup c'est vrai que cet équilibre il vient de là aussi, de cette définition où il faut prendre en compte en fait la globalité de la personne. Et voilà, on va pas se priver, je sais pas, enfin, les tables, même, c'est ce que je disais aussi la dernière fois, les tables de festin, il n'y a pas de souci, c'est bien d'accueillir, c'est bien de faire plaisir aux invités, etc. Mais il faut pas que ce soit la règle, faut pas que ce soit tous les soirs. Faut pas culpabiliser parce que c'est agréable de manger entre amis, on a plus d'appétit, c'est vrai qu'on va plus tendre vers une alimentation qui va être, en quantité, elle va être plus importante. Mais après, derrière, faut pas culpabiliser non plus. Enfin, faut éviter de rentrer dans ce cercle vicieux. Et voilà, comme j'ai dit, la modération, même dans les invitations, il faut, mais après, c'est important en fait de respecter ça, en fait, de cet équilibre. C'est ça, faut qu'il y ait équilibre. Puis en plus, on peut. Moi, c'est ce que je fais quand je mange chez ma mère. Je mange un peu tout en petite quantité. Donc au final, je mange pas si énormément que ça, mais je lui fais plaisir en goûtant. Des fois, même, je vais prendre un demi-truc pour pas, parce qu'on évite rassasier le soir. Enfin, en tout cas pour ma part, je vais pas m'exploser le ventre pour autant, mais en même temps, j'ai quand même goûté à tous ces plats. Ouais, du coup, tu me disais, enfin, un rééquilibrage en amont pour se préparer à que ça soit moins difficile de bien manger pendant le Ramadan. Et pour le Ramadan spécifiquement, pour toi, c'est quoi les étapes à suivre du coup pour jeûner en pleine santé? Alors, pour jeûner en pleine santé, je pense qu'il faut savoir en fait manger correctement pendant le repas du sahur. Donc, notamment éviter tout ce qui va nous donner des pics d'hypoglycémie dans la journée, des pics de fatigue, des fringales ou des sensations de coups de barre en fait. Et ça passe par une alimentation qui va en fait accueillir tout ce qui est gras, mais du bon gras, comme par exemple l'avocat, les oléagineux, le poisson en termes de protéines. Enfin, également, il faut éviter tout ce qui est les viandes qui sont pas très digestes en fait, vraiment la viande rouge. En fait, tout ce qui va fatiguer nos intestins à l'issue du sahur, il faut éviter tout ce genre d'aliments. Et il faut favoriser tout ce qui est digeste et qui est pas très lourd en fait, parce que forcément la digestion, ça consomme des calories, ça épuise, ça fatigue. Et si en fait on commence notre journée de jeûne avec une digestion déjà difficile, eh bien il va être difficile de tenir toute la journée sans avoir de coups de barre ou d'hypoglycémie ou des envies en fait, enfin des fringales. Donc plutôt favoriser tout ce qui est le bon gras, oléagineux, avocat, donc comme on a dit, du fromage, du bon fromage. Et favoriser les protéines type œufs, poisson pour justement avoir une énergie qui va être durable dans la journée et éviter le trop de féculents vraiment. Enfin, pas forcément complètement supprimer, mais si vous avez l'habitude de consommer des féculents, mais éviter le trop de féculents et surtout les féculents qui sont raffinés, les féculents blancs, le riz, la farine blanche, etc., le pain blanc. Vraiment, c'est vrai que tout ce qui est sucré aussi directement. Enfin, moi, je connais beaucoup de personnes qui vont faire le sahur en prenant un bol de céréales. Et c'est vrai que c'est pas ce qui va donner de l'énergie pour toute la journée. Ouais, les chocs à pic, il faut éviter, quoi. C'est ça. Et est-ce que tu as d'autres conseils à donner par rapport à l'alimentation, par rapport à l'hydratation? Alors, par rapport à l'alimentation, par exemple, pour l'iftar, c'est vrai que on a tendance à oublier qu'il faut rompre en fait avec quelque chose de léger déjà au départ, comme il faisait le prophète sallam. Dans un hadith, un compagnon rapportait qu'il coupait son jeûne avec une date fraîche et des concombres. Donc en fait, c'est vrai que les crudités et les fruits sont très facilement assimilés par l'organisme. Donc c'est bien de commencer par ça. Et essayer de marquer la pause. C'est vrai qu'on a vraiment faim toute la journée, on pense qu'à ce moment-là, mais marquer une petite pause en allant prier et puis revenir, ça permet en fait à notre estomac qui s'est reposé pendant plus de 16 heures de reprendre en fait un petit peu, de se reprendre et de commencer à fonctionner. Et donc faut être gentil avec lui, faut être doux avec notre estomac et éviter en fait d'avaler un tacos en fait en guise de d'iftar et le fatiguer, sinon on va être complètement contre-productif en fait, on va plus l'abîmer qu'autre chose. Sinon, après, au niveau du repas, ce qui est conseillé, c'est plutôt des repas légers, notamment forcément équilibrés. Et c'est le moment où il faut plutôt manger les féculents. Et encore une fois, il faut pas non plus en abuser, même pendant l'iftar. Le féculent, c'est un quart de l'assiette, un quart de protéines et la moitié de l'assiette, c'est des légumes.
Donc à ce niveau-là, une alimentation qui est équilibrée, en réalité, à la fin du repas, normalement, on n'est pas censé être ballonné et on est censé réussir à respirer un minimum. Et je pense que c'est d'autant plus pratique si on va prier Tarawih derrière pour éviter d'être essoufflé ou de s'endormir pendant la salade. C'est ça, puis ça facilitera le sommeil si le repas est léger par la suite. Puis il y a un autre problème pendant le ramadan, qui peut être un autre problème. C'est pas le cas chez tout le monde. Au niveau de l'hydratation, je pense que c'est le même principe. L'estomac, il se repose. On a nos reins aussi qui se reposent en fait pendant plus de 15 à 16 heures. Donc, il faut éviter en fait d'ingérer des grosses quantités d'eau parce qu'en fait, le corps, il ne va pas garder l'eau. Si on ingère 2 litres d'eau en l'espace d'une heure, ça n'a pas d'intérêt. Et ça va d'autant plus abîmer nos reins qui étaient au repos et filtrer autant d'eau assez rapidement, c'est compliqué. Donc, plutôt étaler, en fait, se prendre une gourde ou une bouteille et se dire, j'étale ma consommation d'eau, mon hydratation sur toute la soirée. Moi, ce que je conseille, c'est d'emmener une bouteille d'eau, en fait, à la prière pour ceux qui vont aller prier, ou de se garder une bouteille d'eau, en fait, et de se dire, jusqu'au coucher, je vais boire quelques gorgées régulièrement et sans éviter de trop boire. Et il faut trouver le juste milieu. Et après, l'idéal, c'est de rester à l'écoute et de boire quand on a soif. Après, malheureusement, certaines personnes n'ont pas forcément cette sensation de soif. Ils n'ont pas très peu, surtout que là, il fait pas très chaud. Donc, c'est l'hiver. On n'est plus dans la période où on avait ces envies de boire 3 litres d'eau en l'espace d'une minute. Donc, c'est d'autant plus la règle, en fait, de s'hydrater régulièrement, même si on ne ressent pas trop la soif. Et après, c'est quand même, chacun, il juge en fonction de sa sensation de soif aussi. Je te remercie encore, Faiza, pour ton intervention très intéressante et enrichissante sur le jeûne. Et avant de se quitter, comme c'est la coutume ici, quand je reçois un invité ou une invitée, je te laisse le mot de la fin. Je vous souhaite à toutes et à tous un ramadan en pleine santé. N'oubliez pas qu'il s'agit de priver son corps pour nourrir son âme. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et vous sera utile. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Prenez soin de vous et de votre santé.